Dessine-moi une licorne. Pourquoi ne réponds-tu pas? Dessine-moi une licorne. Que t'arrive-t-il? Tu as l'air effrayé. Reculez! On attend les ordres de la gendarmerie ivoirienne. Quels ordres? Regarde, ils avancent. Tu ne les vois pas? Je ne comprends pas. Explique-moi ce qu'il se passe. De qui parles-tu? C'est toi? Petit prince? Oui. Raconte-moi ton histoire. C'était en novembre 2004. J'avais été envoyé par la France en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'opération Licorne. Nous devions protéger les ressortissants étrangers. La Côte d'Ivoire était en quasi-guerre civile. Tout avait commencé le 24 décembre 2002. La Côte d'Ivoire a alors connu beaucoup de troubles. Lorsque Laurent Gbagbo a pris le pouvoir, il a lancé la politique de l'ivoirité. Ivoirité? Je n'en ai jamais entendu parler. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas facile à expliquer. C'est un mot inventé par les adultes qui n'arrivent pas à s'entendre ou qui ont du mal à accepter les étrangers. Tu sais, la Côte d'Ivoire était une colonie française. Mais comme tous les pays d'Afrique, elle est peuplée de nombreuses ethnies qui parlent des langues différentes. La politique de l'ivoirité a divisé les Ivoiriens car elle décrétait que tous les Ivoiriens n'avaient pas les mêmes droits en fonction de leur ethnie et de leur religion. Le pays s'est alors coupé en deux, entre les rebelles au nord et les loyalistes au sud. Le 20 octobre 2004, les forces rebelles, qui avaient pris le nom de Forces Nouvelles, ont décrété l'état d'urgence dans le nord du pays. Le 4 novembre, les forces loyalistes, les Fancy, ont débuté des bombardements aériens sur les principales villes tenues par les rebelles, et des combats terrestres ont eu lieu les jours suivants. Nous étions alors basés à Bouaké. Le 6 novembre, un avion de chasse Su-25 a bombardé de manière totalement inattendue et inexpliquée notre cantonnement. C'est le gymnase abritant le mess des officiers qui a été particulièrement visé. J'ai vu mourir mon meilleur ami, et j'ai perdu 8 autres de mes camarades. Mais c'est affreux. Mais ce n'est pas tout. Moi, on m'a évacué, mais mes camarades ont ensuite rejoint Abidjan, où ils ont aussi vécu des moments difficiles. Ils m'ont raconté. L'hôtel Ivoire est une immense tour. C'est la seule d'Abidjan et elle permet de voir toute la ville. Nous étions au pied de la tour. Nous avions organisé un périmètre de sécurité devant avec nos véhicules blindés et un réseau de barbelés. Il fallait récupérer les membres de l'ONUCI, car il y avait des massacres dans plusieurs quartiers d'Abidjan. Une manifestation de la population ivoirienne avait lieu. L'ambiance était bonne. Peu à peu, les choses se sont durcies. Des slogans anti-français et antimilitaristes ont été clamés. La foule avançait, compacte, dense. Nos soldats se sont retrouvés face à des milliers de personnes. La foule s'énervait et était de plus en plus vindicative. Le colonel Burgo a alors engagé des pourparlers avec le colonel de gendarmerie ivoirienne de l'hôtel Ivoire. Il a demandé aux gendarmes de faire reculer la foule pour que nous sortions et puissions rejoindre Port-Bouët. Mais les gendarmes n'ont rien fait. Était-ce de la mauvaise volonté de la part des Ivoiriens, ravis de nous voir nous enliser, ou une incapacité à agir? La foule continuait d'avancer. Elle arrachait les barbelés, avançait jusqu'à toucher le canon du véhicule blindé. Nous ne savions plus quoi faire. Nous étions coincés. Nous ne pouvions pas partir ailleurs. Un manifestant est grimpé sur le char avec une mitrailleuse 7,62. Nous devions agir. Un militaire a fait un tir de sommation. On ne sait même pas qui. Il a agi sans ordre. Les coups de feu ont alors été échangés. Le bilan était lourd du côté ivoirien. 7 morts et plusieurs blessés. Voilà pourquoi tu me disais tout à l'heure. Ne tirez pas! Oui. Et depuis mon retour, je suis soigné ici, à l'hôpital de Toulon pour un syndrome de stress post-traumatique. Tu ne peux pas savoir, j'ai continuellement des flashs visuels de ces événements. Je fais des cauchemars, j'ai perdu confiance en moi. J'essaye de me reconstruire. J'étais venu me reposer sur cette plage avant de retrouver le médecin qui me suit. Tant de violence, tant de souffrance, tant de vies volées. Mais pourquoi les hommes de cette planète ne vivent-ils pas en paix? Pourquoi tant de conflits, d'incompréhension? Est-ce vraiment utile, puisque ce n'est pas joli? Comment vous, les hommes, pouvez-vous vous entretuer? Pourquoi es-tu donc devenu soldat? Tu sais, je ne suis pas un combattant. Je suis dans l'armée et j'occupe le poste de transmetteur. Regarde mon tatouage, c'est l'insigne de mon unité. Mon travail consiste à permettre la communication entre l'état-major et les soldats sur le terrain. Je ne combats pas. Mais alors, pourquoi travailles-tu dans l'armée? Ce n'était pas un rêve d'enfant.
Après mon bac, je ne savais pas quoi faire. J'étais un peu perdu. J'ai tenté plusieurs concours de la fonction publique et j'ai réussi celui qui m'a permis d'entrer dans l'armée. Je m'y suis plu. Je me suis de plus en plus consacré à ce métier. J'ai fait 2 ans pour l'école d'officier, puis j'ai encore passé un examen obligatoire pour devenir officier et je suis capitaine. Capitaine transmetteur? Qu'est-ce que c'est? Ma mission principale consiste à établir avec l'état-major des communications et des réseaux d'information permanents et sécurisés. Lors d'une intervention, les forces sont réparties sur le territoire et elles doivent communiquer pour recevoir les ordres. Je dois leur fournir les liaisons satellites, radio et hertziennes. L'état-major doit aussi communiquer avec la métropole. Il ne peut pas passer par les moyens de communication civile. Mais j'ai d'autres missions. Garder le poste de commandement de crise en cas de problème. Et les liens avec l'ambassade de France et les ressortissants. Enfin, je dois contribuer à la défense du camp lorsque ça chauffe. Tu me dis que tu ne combats pas, mais tu es quand même dans l'armée. Qui as-tu trouvé? On dit souvent que l'armée est une grande famille. Je pense que chaque personne s'engage pour une raison différente. Lorsque j'en parle à mes camarades, nous avons tous des arguments très variés. Défendre sa patrie, Défendre une cause, protéger les autres, servir à quelque chose. Défendre ses valeurs. donner un sens à son existence, prouver qu'on est courageux, Avoir confiance en soi. être cadré, discipliné, faire partie d'un groupe pour être plus fort, Donner une bonne image de soi. pour la paix, Pour gagner. Pour être libre. Être libre? On doit faire la guerre pour être libre? Je ne comprends pas. Tu sais, aujourd'hui, le rôle de l'armée n'est pas seulement de faire la guerre. On a la chance de vivre en France, dans un pays en paix, mais ailleurs dans le monde il y a beaucoup de conflits. Une de nos missions est d'intervenir dans ces pays en guerre pour venir en aide aux populations, rétablir la paix et les valeurs universelles que sont la liberté et l'égalité. Et la France est le seul pays qui fait ça? Non, bien sûr. Il est très rare que la France agisse seule. En Côte d'Ivoire, elle est d'abord intervenue dans le cadre des accords de coopération signés avec le pays après l'indépendance. Car la Côte d'Ivoire est une ancienne colonie française. Mais le plus souvent, elle intervient dans le cadre de l'ONU ou de l'OTAN. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, le Conseil de sécurité de l'ONU a aussi décidé d'une intervention. Elle a envoyé dans l'ONUCI environ 8000 hommes, dont une vingtaine de militaires français. Il s'agit alors toujours d'opérations de maintien de la paix. Donc, si je comprends bien, il faut faire la guerre pour établir la paix? Oui, parfois, mais pas en Côte d'Ivoire. On ne faisait pas la guerre. Notre mission principale était de protéger les populations civiles, et notamment les ressortissants étrangers, français et autres. Lorsque la situation est devenue trop dangereuse dans le pays, l'armée française a dû procéder à l'évacuation de ces populations. Mais il y a quand même eu des combats. Le bombardement de Boaké dont tu m'as parlé tout à l'heure. Oui, on ne saura peut-être jamais ce qu'il s'est vraiment passé, qui a donné l'ordre de bombarder, mais j'en garderai le souvenir à tout jamais. Pourquoi une licorne est-elle tatouée sur ton bras? Parce que cette opération en Côte d'Ivoire s'appelait l'opération Licorne. Je ne veux pas l'oublier. Je ne peux pas l'oublier. Mais tu m'as aidé aujourd'hui. Cela m'a fait du bien de parler avec toi, petit prince. Mais je ne connais même pas ton nom. Je m'appelle Jean-François. Et maintenant, Jean-François, tu veux bien me dessiner une licorne? Non, pas encore. Je ne suis pas encore prêt.